2 PJ, puis un flic nommé Le Cœur. À compter de maintenant, vous êtes à 7 jours d'une soirée de polar. À vendredi prochain. Le top tendance est lancé tout de suite avec Pink. Le cinéma sur France 2. Évadez-vous en toute sécurité avec Volkswagen. Francis Lagneau. Barbouze, agent secret. Voici donc Francis Lagneau, dit Petit Marquis, dit Chérubin, dit Belle Manière. Il est odieux. On le tue tout de suite? On réfléchit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est ta main? Francis Lagneau. Barbouze, agent secret. Mission de courtoisie, alors pas de sel, du tac. Dimanche soir, c'est Bourpif ou Bastos dans le buffet, pour la première fois en version colorisée, sur France 2. Durant cet affrontement de 5 années pendant lesquelles j'ai écrit sa biographie, j'ai été analysé jour et nuit par Freud. Récapitulation et nouvelles ouvertures sur le décryptage du grand viennois, déchiffreur de l'inconscient. Une biographie magistrale, fresque passionnante de tout un siècle. Freud, le siècle de la psychanalyse d'Emilio Rodriguez, un essai choisi pour vous par France 2. Et pour revoir à tout instant un livre des livres, cliquez sur france2.fr. Bienvenue dans notre académie. Ici, vous apprendrez à vivre autrement. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus à l'abri de devenir riche. Chaque jour pendant l'été, iCortal vous offre les frais de courtage sur 5 actions différentes. iCortal 0800 108 109. Découvrez le nouvel Ajax Fête des Fleurs antibactérien. Il nettoie si en profondeur et sent si bon si longtemps que des heures plus tard, votre maison est toujours aussi accueillante. Ajax Fête des Fleurs antibactérien. Nettoie pour de bon, parfume pour longtemps. Trouvez plus vite les coordonnées d'une entreprise introuvable par Minitel 3617 Vérif pour une très bonne information sur les entreprises. Envoûtant par son parfum, redoutable contre les bactéries, découvrez le spray Ajax Fête des Fleurs antibactérien. Nettoie si vite, parfume si longtemps. D'un JT à l'autre, dimanche sur France 2. Via Borromini, les belles italiennes dépensent sans compter et Fiorenza collectionne les problèmes. De Thessalonique à Santorin, marathon ferroviaire au pays des dieux. Yen, l'autre ou vautour, Vicente Lizarazu joue à qui est qui avec les champions. Nash Bridgers ratisse les pelouses de golf pour trouver la clé de l'enlèvement. Esthète 2 est dans les starting blocks pour commenter une semaine d'exploits sportifs. Via Borromini, des trains pas comme les autres, la nature des champions, Nash Bridges, Stade 2, c'est vous qui voyez, dimanche sur France 2. À vos marques. Prêt? C'est l'été sur France 2. Hugues, bienvenue en Pink. Programme d'information non conformiste avec un K. Le magazine OVNI Trans. Regardez autour de vous, autour de moi. La vie est faite de montées et de descentes. Vous gravissez un jour les marches de la gloire, mais le lendemain vous faites un faux pas, et vous dégringolez dans l'oubli. Le vent tourne parfois si vite.
Pour ce nouvel opus de Pink, Orage, Coup d'ozone, Cataclysme et Calme. Une émission très fin de siècle avec deux grands témoins, Catherine Deneuve et Madonna. Fin de siècle. L'image colle à l'écrivain Guillaume Dustan. Comment d'un passé d'énarque et de magistrat en vient-on à devenir une silhouette errant dans les backrooms et les quartiers gays de la capitale? Le grand virage dans la vie de Dustan, c'est en 90, lorsqu'il apprend qu'il est séropositif. 4 livres plus tard, Guillaume Dustan nous ouvre sa porte, son cœur et son lit. In bed with Dustan. Il vous reste encore quelques secondes pour aller coucher les petits. L'univers de Dustan, c'est une tempête dans un crâne, un ouragan dans un lit. Guillaume Dustan prétend volontiers qu'il est con, mais il n'en croit pas un mot. Son dernier livre a reçu le prix de Flore, rencontre avec un romancier à la fois timide et outrancier. Bonjour Guillaume. Ça va? Ouais. On est chez toi? Chez moi, c'est un monde alternatif. C'est moins horrible qu'ailleurs. C'est ça le principe? C'est le principe, et notamment, je peux ma vie comme ça. Combien ça t'a rapporté les droits d'auteur sur les différents bouquins? C'était... Pas des masses. J'arrive à faire beaucoup parler de moi en vendant peu. Peu, c'est combien? 5000. 5000 exemplaires? Ouais, c'est pas beaucoup. Et ton lectorat, il est très marqué Marais, Intello, c'est quoi? Bah, il y a les PD, et puis il y a les gens qui s'intéressent à la littérature. Toi, tu préfères être lu par les PD ou par les gens qui s'intéressent à la littérature? On t'aborde comme un auteur PD ou tout simplement comme un auteur qui écrit des bons livres? Moi, je préfère être lu par tout le monde. Je pense que je devrais être au programme des maternelles. Enfin, les maternelles, on n'exagère pas. Si, ça se fait bien en accompagnement des films porno pour leur montrer ce que c'est que la vie. Ils ont le temps de la découvrir, non? Ben non, justement. Je pense qu'il vaudrait mieux commencer plus tôt. Parce que? Parce que comme ça, ils seraient pas au pouvoir des gens qui se servent de leur ignorance pour les briser. C'est un endroit important ici, ça? Les chiottes? Ouais. C'est hyper important. Parce que? Parce que c'est un endroit où on pense à son corps. On est un peu obligé parce que sinon on n'arrive pas à faire caca. Pourquoi tu fais pas du yoga plutôt que tout ça? J'en fais tout le temps, mais ça suffit pas. Tu nous lis un passage? Ouais. Alors, je suis fatigué, je me repose, j'ai mal aux yeux, je bâille. Je décide de dormir en prenant du Lexo malgré ma peur de ne pas digérer. J'ai faim, j'ai envie de purée au chou-fleur, je brave mes angoisses, j'en mange. Je décide d'aller jusqu'au bout et de manger aussi des pâtes à la sauce tomate puisque j'en ai envie. Tu conçois qu'on puisse aborder tes bouquins comme ça, soit fermé au bout de la 3e page en disant quattesse, soit rentrer dedans? Moi je pense que mes bouquins c'est comme une drogue, c'est-à-dire que t'es avalé. Moi je suis l'héritier de Duras, Guibert, Renaud Camus. Enfin en France c'est ces gens-là qui ont commencé à parler d'eux et à dire que ça pouvait être de la littérature. Et donc j'ai raconté. Puis en plus, je trouvais que c'était intéressant de raconter des choses qui se faisaient beaucoup, c'est-à-dire la drogue, la baise sans capote, le SM, tout ça, et puis dont on parlait pas parce que ça n'avait pas droit de citer dans l'image que les homosexuels qui avaient le droit de parler véhiculaient de l'homosexualité, qui était un truc quand même très clean, très conforme, allez. Mais Guillaume Dustan n'est pas seulement écrivain, il est aussi désormais cinéaste, même si son œuvre a peu de chance de cartonner au box-office. Il faut filmer là. Enfin, le mieux c'est de regarder, comme ça au moins, on sait de quoi on parle. Ça les gens vont pas aimer, c'est un plan sur une main. Mais là ça devient hard parce qu'on va baiser, je me déshabille, donc je coupe. C'est tout? Ben ouais, enfin, je sais pas, vous voulez voir d'autres trucs? Ouais, parce que comme bande-annonce, c'était un peu court. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ben, je vais vous montrer en accéléré, alors, attends. Alors raconte un peu. Ben là je filme la porte. Mais c'est pour montrer que c'est très joli. La porte? Ouais, ça normalement ça fait pleurer. Et c'est quoi? C'est la porte. Ouais, c'est la porte, quand elle va pleurer.
C'est spé, hein? C'est conceptuel, comme on dit. Non, c'est pas conceptuel, c'est pas conceptuel, c'est pour montrer qu'on peut... Bon, la grosse influence, c'est Duras, hein. Je veux dire, elle a aussi explosé le cinéma, elle a pas que bouleversé la littérature. Et franchement, est-ce que regarder dans une salle noire, ce serait un film chiant ou un film pas chiant? Bah, ce serait comme un film de Duras, c'est-à-dire que... Un film chiant. Ouais, mais moi j'adore les films de Duras et ça me fait pas chier. Et dans les films de Duras, parce que c'est le seul cinéma où tu peux dormir. Tu vois, tu dors, tu te réveilles. C'est pas forcément bon signe. Si, c'est vachement bien parce que ça veut dire que t'es calme. Ça veut dire que t'es calme. Et c'est quand même assez rare. C'est qui? Eric, il faut qu'il ait l'air brillant parce que c'est la télé. Le jour où Éric Ramès a croisé Guillaume Dustan, sa vie a changé. Car Dustan a 3 casquettes différentes, même si elles sont toutes en cuir. Une casquette d'écrivain, une autre de cinéaste, une dernière de directeur de collection. Ramès fait partie des auteurs qu'il publie au rayon gay chez Ballant. Ramès, dont le cerveau tourne à la vitesse de son ordinateur, 500 Hz, ce qui nous fait à peu près 128 bits. Là, j'écris pour me reposer un roman pendant 3 mois. Un roman qui va s'appeler Le Maître des Amours, qui est l'histoire d'un masseur bisexuel prostitué et qui initie les hommes, les femmes, les couples à différentes pratiques sexuelles, toujours dans le souci de se servir de la sexualité pour tenter de se libérer, quoi. Parce que je pense que la sexualité est vraiment de nos jours un des derniers espaces où on se lâche vraiment. Et dans notre monde, je trouve qu'on a vraiment plein de limites et seule la sexualité, l'amour, comme la drogue aussi, peut permettre de dépasser ces limites. Eh ben, nous voilà bien. Rappelons malgré tout que rien ne vaut de sortir couvert et que la merde, c'est de la drogue. Si la plume de Dustan c'est de la bombe, est-ce que les bombes des graffeurs continuent à nous raconter quelque chose, à provoquer les conscients? Que sont devenus ces taggers que certains portaient au nu dans les années 80, faisant d'eux les chefs de file de la contre-culture? 20 ans plus tard, et ça nous rajeunit pas, Ping fait le point. Les surprises. Ces graffeurs voulaient changer le monde, c'est le monde qui les a changés. André n'est pas un gamin des quartiers chauds. Vous pourriez le croiser dans des soirées de dandys déglingués pour qui l'argent n'est pas un problème. 15 ans de graphe et pourtant sa mère doit être fière. Il a trouvé un super boulot dans le milieu de la mode. Mais que sont devenus les autres, ceux qui pensaient dur comme fer qu'il suffisait que les murs soient totalement dégueulasses pour que le monde change et que rien ne soit plus jamais comme avant? Pour comprendre, on se fait un petit flashback 10 années en arrière. Nous sommes au début des années 90. Ces taggers gravitent autour de la galaxie 93 NTM. C'est à l'époque un collectif qui regroupe des musiciens, des danseurs ou tout simplement des gamins de Saint-Denis. La nuit, ils font la promo de 93 NTM et s'offrent sur les murs un espace publicitaire gratuit. C'est la seule façon qu'on a trouvé de se faire remarquer. Et en plus, je veux dire, c'est une expression qu'on utilise tous les jours qui peut être l'équivalent de zut ou merde. On n'a qu'une vie, quoi. Alors on s'amuse, donc en même temps, voilà, quoi. On s'amuse productivement, quoi, en étant productif. Je pense pas que ça se disait productivement. Non, mais c'est pas grave. Faudrait au montage. 10 ans plus tard, NTM engrange l'oseille. Le petit groupe de Saint-Denis est devenu une énorme machine à tube. Mais pour un seul qui roule dans sa Benz, combien sont restés dans la merde? Oubliez les copains danseurs et les copains graffeurs, la célébrité rend parfois les gens amnésiques. Mode, lui, se souvient. Il y a 10 ans, il faisait partie du collectif 93 NTM. Aujourd'hui, devenu illustrateur, il parle de ces 10 années comme de celles des espoirs déçus et des désillusions. J'ai l'impression qu'on a été ébloui parfois par des moments où il y a eu les caméras sur nous, où il y a eu des sujets, des ci, des ça. Moi, je me suis rendu compte à un moment donné que l'effort que nous on fournissait, soit dans la rue ou un peu partout, quoi, genre que ça ne changeait plus le monde autour de nous, quoi. En 84-85, c'était vraiment la culture, on pensait qu'il allait tout casser autour de nous. Je
crois que c'est un peu un problème de toutes les cultures qui, petit à petit, s'assimilent à la société contre lequel elles se rebellaient au début. C'est juste qu'en 84, on pensait qu'on était les rois du monde et jamais de la vie, ça se passera à nous. Mais les temps changent. Futura 2000 est l'une des stars du milieu. Il parcourt la planète en décorant des bars, des restos ou des boîtes de nuit en se faisant payer plutôt cher. Merci pour lui. Mais que reste-t-il du feu sacré qui animait ces enfants terribles de Harlem ou du Bronx? I've grown up to be a paradox, in fact, of the society that I rebelled against. You know, I've become this sort of domesticated guy, you know, that's got responsibility, I got bills to pay, and therefore you can't be as mischievous and whatever, insensitive. The spirit remains? Spirit's in there, dude. Always, always. Never die. Spirit will never die. Fuck the police, all that shit. But to a point, you know what I mean? Like, I'm not going to go and say that to the guy's face, but when he turns away, yeah, whatever. Autre destin, celui d'Olivier Mégaton, graffeur reconverti. Olivier, là, tu bosses sur quoi? Sur le scénario de mon prochain film, qui s'appelle La Sirène Rouge. Qui va raconter quoi? C'est l'adaptation d'un bouquin de Maurice Dantec, son premier bouquin. Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui arrive dans un commissariat avec une cassette vidéo et qui dit voilà, bonjour, je viens parce que ma mère tue des gens. Avec 10 courts-métrages et bientôt 2 longs, Mégaton a franchi le Rubicon sans trop de dégâts en faisant au passage le deuil de ses illusions. On graffe les murs, on va changer le monde, ça c'était le truc des magots de la fin des années 80. C'était plus que ça, on n'a pas voulu changer le monde, c'était pour nous, venant en tout cas d'un milieu où il n'y avait rien, c'était pour nous un moyen de structuration. Et ça allait toujours un moyen de structuration. Quand tu fais du graphe, c'est-à-dire que déjà ça te sort de ta cité, ou ça te sort même de ta maison, ou ça te fait voir des gens, ça te fait voir autre chose, et du coup ça te fait penser différemment, et ça t'amène à te dire à un moment, c'est-à-dire que c'est un passage le graphe. Pour moi aujourd'hui, en tout cas pour tous les mecs que j'ai vus et que j'ai pu aider pendant des années, j'ai vu que c'est un passage, un réel passage pour rentrer dans une vie sociale avec des guillemets, puisque c'est toujours un petit peu à part. Ce sont les bureaux de 360 Communications, une société née de la rencontre de 2 ados fanats de graphes et de planches à roulettes, enfin totalement tendance quoi. Aujourd'hui, leur petite société prospère et ils ont la sympathique impression d'être parvenus à joindre l'utile à l'agréable. Sur quoi t'es en train de bosser là? Sur le prochain album de Negmaron. Et c'est quoi? C'est la pochette, c'est ça? Ouais. Vous en faites beaucoup des comme ça? Ouais, pas mal, ouais. Le fichier client se porte bien, secteur A, Orchestre National de Barbès, Doc Gynéco, c'est la génération de l'écran et du mulot, l'avenir lui sourit. En France comme aux États-Unis, c'est vrai que beaucoup maintenant, on s'exprime sur différents médiums. Ce que je trouve qui est le dénominateur commun, c'est la volonté de s'exprimer sur tous les médias existants et à venir. Aujourd'hui, on fait pas ça uniquement sur un volet de magasin fermé, on le fait aussi sur le net, on le fait... Clairement, on le fait peut-être même aujourd'hui plus sur le net, encore qu'on ne le fait particulièrement aux États-Unis sur les trains et sur les devantures quoi. Alors qu'est-ce qui reste quand on utilise ces médiums-là de l'esprit de base, l'esprit qui a animé le graphe dans ces années 80-90? C'est ça qui est intéressant pour moi, c'est que l'esprit reste le même. Et là sur ça, il y a plein de, il y a différentes philosophies. Il y a des gens qui diront que c'est jamais de la vie. C'est comparable d'être dans un bureau au chaud, en train de faire le mariole sur Internet et d'être dehors en train de s'exprimer en live. Pour tout vous dire, il était panier à salade -1. Dans les rues de Paris, celui qui se fait appeler Zeus renouvelle enfin le genre en dessinant sur le sol des ombres portées, des heures entières de cache-cache avec la police dans la nuit glaciale. Là ça va encore, hein, tu sais, mais il y a des fois où tu peux plus appuyer sur le capuchon, tu sais, t'as les doigts qui gèlent, tu sais, on le touche, il tombe, tu sais. Et encore, peinture. Ouais, t'es quand même un peu ouf, quoi. Hein. Non, c'est pas de la folie, c'est un plaisir, il y a toujours le... Tu vois, c'est... la notion de plaisir qui est derrière. Ah ouais. Plaisir, est-ce que finalement c'est pas aussi un moyen d'amener les gens à te connaître toi, ce que tu peux faire sur d'autres supports, sur de la toile, sur du métal, que sais-je? Un petit peu quand même. Ouais, un petit peu quand même. T'as mis vachement longtemps à me répondre. Hein. Bah oui, mais tu sais, c'est...
Moi je suis bien, voilà, je fais ça, c'est quelque chose comme ça qui est donné. Ce qui est loin d'être donné en revanche, ce sont les œuvres de Keith Haring et de Jean-Michel Basquiat, des graffeurs new-yorkais devenus les stars incontestées des galeries très prout-prout ma chère. Une question, on va pas jouer à faire l'émission Capitale, mais une œuvre comme celle-ci de Keith Haring, elle cote à combien? Je vais vous redonner le prix, je sais plus. Très franchement, je sais plus, mais je vous le donne. Ouais. Celle-ci, on demande 200 000 francs. Et ça, ce dessin-là, il vaut... il vaut 150 000 francs. 150, 200, 300, 400 000 francs, ce sont aussi tous ces zéros qui brûlèrent les doigts et le cerveau de Basquiat. Il mourut jeune, riche, célèbre et complètement défoncé. C'est les galeries qui dictent en gros qu'est-ce qui est... Non, c'est pas les galeries qui dictent. C'est le talent et l'époque. C'est l'époque. Il y a de la place pour tout le monde et chaque art est différent et c'est ça qui est merveilleux. Il en faut pour tout le monde. Oh, il y a pas de place pour tout le monde quand même. Mais si, ouais, complètement. Ça dépend, mais tout le monde veut être à la tête de l'affiche. Aux États-Unis, je veux dire, tout le monde veut être exposé en galerie. Tout le monde pensait que c'était de la bombe. Il y a 10 ans, John travaillait sous le regard plein d'intérêt d'un galeriste qui flairait le bon coup. 10 ans plus tard, le galeriste s'en est allé, mais John est toujours là et nous l'avons rencontré. At one point, they were sort of like embracing us and saying, yeah, this was the whole, this was sort of a major art form, and they were getting influences from it. But I guess that they moved on, you know, instead of like following us and following our work and seeing how it develops, they just turned the page and like followed the next hope for them, not the next way that they can get a paycheck. Il faut peut-être se méfier de ceux qui croient trop vite que les murs ont des oreilles, parce que les murs ont d'abord des bouches à nourrir et que la faim rend sourd. Alors ressaisissez-vous, tous à Créteil et sous les pavés le bitume. Au rayon des personnalités au parcours accidenté, Miro S. Avec son groupe Taxi Girl, il était au centre du bouillonnement rock indé des années 80. Après plusieurs années d'absence, il fait l'actu avec un nouvel album à tendance électronique, déjà adulé par tous les critiques anglais. Et plus étonnant encore, il produit le prochain album de Madonna. Rencontre inattendue pour elle, autant que pour nous. Dans quelques semaines, vous n'entendrez parler que de lui. Thomas Herbert devance la meute, Miro S, Pink Résurrection. Bande magnétique, un soupir lui échappe sur un écran géant, ses yeux se ferment. Bon, Mirwais, bonjour. Pour la plupart des gens, ton nom est resté associé à celui de Taxi Girl. On reparle beaucoup aujourd'hui de cette époque. Qu'est-ce qui la caractérisait le mieux pour toi? Il n'y avait pas vraiment de plan de carrière. C'est-à-dire, on était là pour s'exprimer globalement, quoi. Parce qu'on étouffait un peu. C'est-à-dire, les années 70, c'était contrairement à ce qu'on pense maintenant, parce qu'il y a toute une espèce d'âge d'or. On revisite les années 70 musicalement, mais bon, il faut dire ce qui était. C'est que, en tout cas, quand tu étais adolescent dans les années 70, tu te faisais chier, quoi, vachement. Tu t'emmerdais. Donc justement, pour Taxi Girl, au final, ça a été comme une odyssée assez chaotique, marquée par de nombreux excès. Ce côté à la fois provocateur, autodestructeur, est-ce que c'était vraiment nécessaire à votre survie ou en tout cas à votre épanouissement? C'est-à-dire, on réfléchissait pas comme ça. Justement, tu parles de survie, on essayait de survivre. C'est-à-dire, on était pas très bien préparés, justement dans les années 70, à ce qui allait arriver dans les années 80. Parce que beaucoup d'artistes avait une démarche totalement gratuite, très libre. Très vite, le groupe devient culte ou vilipendé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de juste milieu. Comment on gère ce genre de réaction excessive? C'était difficile parce que il y a eu une espèce de malentendu entre nos premiers maxi, bon, en tout cas, disons quasiment toute la musique qu'on ait jamais faite avec Taxi Girl, et l'establishment, ce que je dirais rock de l'époque, qui aimait justement des groupes comme Téléphone, si t'avais pas une grosse guitare.